Allez, on va commencer. Bonjour à tous, je suis Pierre Phalippou de OpenText. Je vais vous présenter, je vais vous parler aujourd'hui d'un des sujets du lab, il y en a plusieurs, mais on va parler de la collaboration et du partage avec les partenaires. Donc c'est un aspect du lab parmi les autres. Donc on va voir différents cas d'usage et comment on peut les adresser avec les solutions que OpenText propose. Comme on disait, s'il y en a qui sont intéressés par la conférence de Julia, elle est à 17h30, donc on a le temps pour prendre le temps de parler et de poser des questions, donc n'hésitez pas. On va commencer par des simples assertions. J'étais une conférence tout à l'heure, c'était exactement pareil, c'est que c'était un Mac, ça n'aime pas les Macs. Bon, on va essayer. Non, c'est juste, voilà, de citation, voilà, 70%, 78% des marketeurs investissent de plus en plus dans le contenu. C'est pas une nouveauté, d'ailleurs c'est une tendance qu'on voit depuis des années et qui se confirme. Voilà, on a besoin de plus en plus de contenu et les marketeurs ont de plus en plus besoin de ces contenus et mécaniquement de les créer. Et pour les créer, là aussi il y a une tendance qui se confirme, qui est présente depuis quelques années, c'est quand même que les agences, les marketeurs, et plus généralement tous les communicants, travaillent de plus en plus avec les partenaires externes. Donc les partenaires externes, on va en distinguer de deux catégories. Il y a deux approches. De toute façon, quand on travaille avec des externes, soit on leur donne un accès directement sur le DAM, donc on est plus dans une approche de relation partenaire, parce que je travaille avec ces personnes tout au long de l'année sur l'ensemble de mes sujets. Il y a un deuxième aspect qui nous intéresse, qu'on va traiter aussi, c'est finalement comment est-ce que je travaille avec des personnes ponctuellement. Donc un freelancer qui vient apparaître ou un nouveau marché. Voilà. Donc c'est un peu ces aspects-là qu'on va voir. On va parler aussi de la collaboration, mais on va commencer par le partage des assets depuis le DAM. Et bon, voilà. D'abord, si on parle des problématiques, des enjeux liés au partage, on parle d'assets, donc on parle de fichiers volumineux. Comment est-ce que je vais pouvoir les partager avec les partenaires? Comment est-ce que je vais être sûr que les versions que je communique, elles sont à la bonne version, elles sont toujours valides, etc. Donc c'est problématique globalement du DAM, mais auxquelles s'ajoutent justement ces problématiques de taille, de pertinence, de sécurité. Aujourd'hui, on sait que dans les entreprises, souvent le raccourci pour les utilisateurs, c'est de prendre les outils qu'ils connaissent, donc les box, les Dropbox, de faire des transferts qui sont souvent bloqués, généralement pas autorisés. Et donc il faut trouver des alternatives pour transférer ces fichiers-là. Pour sortir les dames, l'approche OpenText, c'est de dire la façon la plus simple de partager les assets, c'est depuis nos applications. Donc on a des fonctionnalités qu'on appelle iTail. Donc iTail, c'est un module compagnon du DAM. Donc c'est une solution qui est full SaaS, qui permet justement cet échange de fichiers, mais qui est complètement intégré dans le DAM. Donc ça veut dire que je vais pouvoir sélectionner mes assets et puis ensuite déterminer des options qui sont intéressantes, définir une date d'expiration, définir si je veux un ticket de réception, définir un code et utiliser tous ces paramètres. Donc on va le faire très simplement, en tout cas très simplement pour l'utilisateur qui envoie, mais aussi pour l'utilisateur qui récupère, qui lui va justement recevoir juste une notification, donc un email, en lui disant tiens, je t'ai partagé ces fichiers-là. Et alors, je me suis un petit peu amusé cette semaine, mais voilà, on peut partager des fichiers. Donc là, j'ai pris une vidéo de 82 mégas à peu près. Des gigas, pardon. 82 gigas et quelques 300 et quelques mégas de photos. Donc c'est des problématiques concrètes. Quand j'ai à partager ces tailles-là, comment est-ce que je fais? Donc la première chose, c'est de pouvoir envoyer juste un lien sur aux personnes pour les télécharger. Et ensuite, les personnes, quand elles arrivent sur la solution iTail, sans avoir besoin de se connecter, de s'identifier ou de créer un compte, je peux voir aussi, je peux avoir une preview de ce que je vais télécharger. Il n'y a rien de pire que de recevoir un lien ou un transfert et de ne pas savoir finalement si c'est bien les fichiers que j'attends, parce que ça peut être une perte de temps. En tout cas, je vais télécharger quand on parle de fichiers de 80 gigas, des quantités de données qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc, je reçois un lien,
Et encore une fois, je parlais de simplicité pour le partage, mais surtout aussi pour les destinataires. Je sais ce que je reçois. Côté envoyeur, j'ai des notifications qui vont me permettre de dire la personne l'a reçu, l'a ouvert, le sécuriser, pouvoir faire de la preview et du stream pour les vidéos. Donc, pas nécessairement télécharger la vidéo, mais pouvoir aussi la visualiser, la liguer dans la timeline directement depuis la solution. Et on peut partager jusqu'à 500 gigas par envoi, donc on a quand même pas mal de latitude pour le transfert de grands fichiers. L'aspect important, c'est de pouvoir modifier aussi à tout moment le lien que j'envoie. Donc je peux revenir à n'importe quel instant et dire finalement, je me suis trompé, ces assets qui aujourd'hui, par défaut, aujourd'hui on définit une date, ils expirent dans 67 jours, je peux définir de les faire expirer directement, je peux changer la date d'expiration pour dire non, finalement je vais changer ça et je vais rendre ces assets, je vais les récupérer et les enlever de mon partage. Donc voilà, premier aspect, c'était le partage des assets. On a vu les contraintes. Les bénéfices, ça va être de pouvoir partager avec tous les utilisateurs, pas forcément les utilisateurs UDAM, c'est justement l'enjeu de ces outils-là. La sécurité avec de l'encryption, des CDN globales pour une diffusion, parce que ça aussi, on transfère ces gros fichiers-là, donc on les met à disposition, on a quand même des temps de traitement qui sont importants. La prévisualisation, la modification des paramètres, et puis le rendre accessible, comme vous allez voir dans les slides suivants, pour tous les périphériques. Ça, c'est le premier aspect qui est plus le partage. Maintenant, on va parler de la partie collaboration avec les partenaires externes. Et alors, là aussi, il y a une étude, je ne sais pas si j'ai peut-être pas la date, mais date de 1 ou 2 ans, pas mal de progrès qu'il reste à faire sur la collaboration avec des agences ou avec des partenaires pour la création. Et voilà, 62% pensent que une partie des budgets c'est consacré à la résolution des problèmes. Résolution des problèmes, ça veut dire de quoi est-ce qu'on parle, est-ce que c'est la bonne version, est-ce que les commentaires que j'ai faits sont clairs, les remarques de mes collaborateurs, est-ce qu'elles ont toutes été prises en compte, centralisées, et ces notions de revue, de commentaires, de validation, on voit que c'est ce qui grève une partie des processus de création. Et donc dans ce cas-là, on a toujours la même approche avec ce module high-tech, le module compagnon du DAM, c'est de dire ce que je vais faire, il y a beaucoup de cas d'usage qui viennent se greffer là-dessus, c'est si je fais un shooting, et tout à l'heure je prenais l'exemple de je travaille avec une agence tout au long de l'année, mais pour la campagne que je vais faire, j'ai plus de ressources disponibles, je vais devoir trouver une solution B. La solution B, il faut qu'elle puisse être mise en place immédiatement. Donc ça veut dire que je vais pouvoir créer des espaces à la volée et dire, écoute, je crée un espace autonome, là où je vais inviter n'importe qui dans cet espace, qui va recevoir une invitation, un peu comme on l'a vu tout à l'heure, et qui va pouvoir commencer à fournir du contenu, et sur la base de cet espace autonome, je vais pouvoir commencer ma collaboration. Donc, on va pouvoir trouver les outils classiques aujourd'hui qu'on retrouve sur les solutions collaboratives. Donc, la possibilité de faire des commentaires, des annotations visuelles. Donc, on a une petite palette d'outils. Alors, on ne les voit pas tous, mais voilà, si je clique sur le petit stylet, je peux désigner, je peux sélectionner une zone, apposer un commentaire, commencer des notifications ou faire du chat en temps réel. Contrôler des versions et assigner des tâches à mes collaborateurs. Donc on est sur un espace autonome, donc je vais pouvoir inviter n'importe quel utilisateur et puis pouvoir commencer à travailler de manière complète sur le processus. De manière, il y a la revue, il y a la validation. La validation, c'est des processus simples. Donc justement, je vais avoir facilement accessible le fait de dire j'approuve, je mets des commentaires, je demande la validation. Une application mobile aussi qui permet de faire ça. Donc le but de l'outil, c'est comme je vais pouvoir travailler avec n'importe quelle agence ou n'importe quelle population, que ce soit simple et intuitif. Voilà, on est vraiment sur ce type d'outil qui va nous permettre de mener le processus d'approbation jusqu'au bout. Je parlais d'espace autonome, mais à un moment ou à un autre, il va quand même falloir réimporter tout ce contenu dans le DAM, et c'est l'intérêt de cette communication, c'est-à-dire que
une fois que j'ai fait ce processus de validation, une fois que j'ai fait mon shooting, un shooting ça peut être 50, 100, 200 photos, une fois que j'ai fait ce premier filtrage, finalement, les photos qui m'intéressent, les photos restantes qui auront été approuvées, c'est ça que je vais leur importer dans le DAM, sans vouloir polluer en important les 200 photos et ensuite faire ce traitement. Donc, la deuxième étape, c'est la synchronisation avec ces deux sets qui étaient dans un espace autonome qu'on va pouvoir réimporter et associer directement dans le DAM. Et j'ai une question. Ouais. Est-ce que cet espace autonome, on va donc uploader depuis l'externe, Ouais. mais est-ce qu'on peut, depuis le DAM, les envoyer dans cet espace Oui, tout à fait. D'accord. Donc, Comme on ferait une collection, en fait, je prends et j'envoie dans cet espace autonome pour une validation sur la localisation en région, en territoire. Voilà, donc ça fait. Alors, après, c'est vrai que je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais il y a ce cas qui est intéressant. Quand on fait de la collaboration, il y a plusieurs types. Il y a, je demande de la création. En amont. Donc, dans ce cas-là, voilà, là, j'ai besoin de nouveaux contenus. Donc, je demande à une agence ou à un photographe de créer ce contenu de zéro. Et la deuxième approche, qui est de dire, j'ai besoin de modifier. Et donc, dans ce cas-là, je vais créer un espace, mais ce n'est pas un espace vide, c'est un espace qui est déjà rempli. Donc, dans ce cas-là, je upload du contenu. Et en parallèle de ça, si c'est par exemple de la localisation, soit je vais versionner, mais généralement, on crée à côté des nouvelles versions. Voilà la vidéo en français, j'ai besoin de la vidéo en anglais. Ensuite, il y a un troisième cas, si on regarde là-dessus, c'est là pour le coup, je t'envoie cette vidéo, transforme-la, fais-moi une V2, et ensuite je la réimporterai. Donc c'est ces trois variations qui sont assez subtiles, mais en tout cas qui sont importantes parce que ça pose des enjeux techniques pour les résoudre, qu'on adresse tout à fait avec cette solution high-tech. Collaboration étendue. Qu'est-ce que j'entends par là? Notez dans les processus simples, je demande à l'agence de me créer ça. Par contre, dans la vie des entreprises, concrètement, des workflows de validation pour ça sent bien. Bon, je pense que vous l'avez vu. Je me perds déjà. Bon. Je vais vous parler là-dessus, mais la problématique qui se pose maintenant, c'est en dehors de ces processus simples, là où je demande la création et la validation, qu'est-ce qui se passe si je suis réellement sur un process d'entreprise, c'est-à-dire là où la collaboration, c'est pas une ou deux, c'est pas un ou deux services, c'est tout un ensemble de personnes qui vont. On va imaginer que c'est workflow. Ouais, je ne sais pas s'il faut. Alors, sur source. Il y a un contact c'est technologie. On sait faire des super workflows et on galère avec une télé. J'ai vous l'expert. On ne peut pas les afficher. Non. Bon, c'est ça, qu'est-ce que ça s'appelle? Je sais pas. C'est avant d'appuyer sur source pour sélectionner HDMI 1, je crois. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Il a appuyé sur Source, voilà, HDMI 1, Ouais. c'est ça ici. Ok. HDMI 1, on est OK? Ouais, ok. Quasi d'accord. Si on Je débranche, vais essayer de débrancher, je peux essayer de changer d'interface, je peux essayer d'en lien. Je pense pas que ce soit un peu, c'est oui, je vais essayer d'enlever le problème. Ça a marché tout à l'heure. oui, c'est Et là, on est bien sur. C'est Hop. bon. Voilà. C'était revenu. Détection de périphérique. La problématique que j'ai abordée, c'est finalement comment est-ce que sur des workflows qui sont là beaucoup plus avancés, je vais pouvoir, je le fais annuler.
Donc quand on est sur ce type de problématique de workflow, généralement on sort du cadre des solutions classiques, là où je vais dire j'ai besoin d'approuver, valider. On est vraiment sur des outils qui nécessitent de la prise en compte complète de cette solution. Un autre exemple, là aussi c'est des cas clients, mais voilà, la création d'un artwork. Je crois que j'avais compté, il y a entre 25, je crois, à peu près 25 étapes, et il y a 11 acteurs différents. Donc cette problématique, on est capable aussi de l'adresser avec nos solutions, parce que justement, on a un workflow qui est suffisamment puissant et flexible pour pouvoir prendre et gérer ces problématiques. Mais à la limite, je dirais, c'est peut-être pas ça le plus compliqué. En tout cas, pour les utilisateurs, ce qu'ils attendent, c'est d'une part qu'on puisse gérer cette problématique-là, et c'est surtout pouvoir sortir du DAM et avoir une interface qui est différente. Et aujourd'hui, un workflow comme ça, finalement, ce que les utilisateurs attendent, c'est une interface dédiée, là où je vais avoir, alors c'est un peu compliqué, mais je vais vous montrer autre chose, sur la tâche active sur laquelle je travaille, voilà ce que j'ai à faire, voilà le statut de chaque tâche, voilà la prochaine tâche que je vais pouvoir accéder. Si je prends un cas client pour le coup de Monster Energy, je pense que vous reconnaissez la marque. Monster Energy, ils gèrent l'ensemble de leurs campagnes sur un outil comme ça. C'est des campagnes de création de matériel, de création de contenu marketing. Et voilà la liste des tâches sur laquelle ils doivent travailler, voilà le statut, voilà les assignations, les délais qui sont associés à chaque tâche, quand est-ce que je dérape. Et en fait, c'est leur outil qui est connecté au DAM et qui leur permet de gérer l'ensemble de ces workflows. C'est intéressant parce que là, pour le coup, même si la demande elle peut être initialisée au niveau du DAM, une grande partie de ce travail il se fait en amont. D'accord, la création, mais aussi tous les workflows qui sont associés. C'est pour ça que c'est important d'avoir une interface qui est complètement on va dire décorrélé, mais en tout cas qui change de l'interface du DAM. Un DAM, je cherche des assets, je les organise, je les filtre. Ici, je suis vraiment dans une gestion de tâches, une gestion de projet, là où je vais fonctionner en termes de business, qu'est-ce que j'ai à faire, à qui je l'assigne, quand est-ce que ça doit être fait et est-ce que j'ai dérapé. Voilà. Et c'est le genre de workflow qu'on est capable de sortir. Si je vais un petit peu plus loin, finalement, ces processus-là, on va pouvoir aussi les intégrer dans des processus métiers, entre guillemets. Aujourd'hui, on est rarement déconnecté des applications métiers qui organisent. Ça peut être SAP, mais ça peut être n'importe quel autre type de solution. Mais finalement, dans un PLM, c'est pas peut-être certaines personnes, mais voilà, si je demande la création d'un nouveau produit, ben finalement, ce cycle de vie, je vais pouvoir le connecter aussi avec les applications principales, et par exemple avec une application comme SAP, et je vais permettre à mes utilisateurs, en tout cas ceux qui utilisent les applications métiers, donc ça peut être SAP, ça peut être du Salesforce, ça peut être n'importe quel type, en tout cas certaines de ces applications, je vais pouvoir rendre accessible le contenu du DAM directement dans le contexte métier. Et ça a une très forte valeur ajoutée pour les utilisateurs parce que je suis vraiment dans le contexte, dans mon contexte métier et je retrouve les ressources, les assets qui m'intéressent. À la limite, un utilisateur qui se connecte sur l'interface SAP, Salesforce ou autre, elle ne sait même pas qu'elle utilise le DAM. Et de toute façon, à la limite, elle n'a pas besoin de le savoir. Par contre, ce qu'elle a besoin d'avoir, c'est réellement quels sont les assets, où est-ce qu'on en est au niveau des ressources, et de pouvoir les visualiser, éventuellement en uploader de nouveau. Donc là aussi, sans se poser la question de dire, si j'upload des assets, il faut que je les mette dans le DAM. Je reste dans mon contexte métier pour pouvoir rajouter des nouvelles informations. Et alors, on va prendre les 5 dernières minutes, alors je vais, sans transition, comme on dit à la télé, on va parler d'un autre aspect aussi qui nous semble intéressant, c'est l'archivage des contenus DAM. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'ateliers ce matin, là où c'était, ça a été allusion. J'ai beaucoup de contenu, voilà. Il y a du contenu qui est, on va parler de business complete. Ça veut dire qu'il a fini son cycle de vie. J'ai des produits, c'est les gammes de l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. J'ai tous les assets qui sont associés, qu'est-ce que j'en fais?
je peux les garder dans le DAM parce que je sais que je vais avoir des fonctions de filtrage. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de considérer et d'envisager aussi qu'est-ce qui se passe si je n'archive pas ces assets-là. Je peux tout à fait les garder dans le DAM et avoir un volume de données qui va augmenter. Par contre, ne pas les archiver, ça va présenter des risques côté métier, c'est-à-dire que je vais avoir des résultats de recherche qui vont être peut-être non pertinents, parce que je vais peut-être avoir du bruit associé. Si je tape un mot-clé, je vais peut-être avoir des contenus qui n'ont plus de raison d'être. Une expérience utilisateur dégradée, parce que justement, si je tape un mot-clé et que j'ai 300 ou 500 ou 1000 résultats, ça rend moins facile la recherche et la détection en tout cas, le fait de trouver des assets. Ça peut être une source d'erreur et des risques de non-conformité. Si je mets la photo d'un produit qui est de la gamme de l'année dernière, ça pose quand même un souci. Il y a aussi des risques opérationnels avec une maintenance accrue, parce que j'ai un volume qui est quand même conséquent, et une augmentation des coûts des ressources, du stockage et de la backup. Justement, backup versus archive, alors là je vais aller assez vite, mais le principe de l'archivage, c'est vraiment de déplacer les données pour les enlever du DAM vers la solution d'archivage et pouvoir y accéder ensuite directement depuis l'interface depuis l'outil d'archivage. Donc l'archivage, c'est tout type de contenu, de format, de taille, prévisualisation de l'ensemble des assets. Et ça ne s'applique pas uniquement finalement, ça peut dépasser le cadre du DAM parce que finalement on est capable d'archiver des assets mais aussi des données. C'est aussi un moyen de réduire les coûts opérationnels des solutions. C'est vrai que là, on s'adresse aussi à des solutions DAM du marché. Aujourd'hui, voilà, un des facteurs de prix, c'est le stockage. Et là, on est capable de diminuer le stockage mécaniquement en sortant non seulement les données, mais aussi des informations de la base de données pour permettre d'être un exemple de page d'accueil où justement on va pouvoir, en faisant une solution d'archive, là je vais pouvoir organiser, voir si archiver mes assets, mes produits, mes campagnes, les contrats éventuellement, n'importe le type de contenu qu'on va pouvoir faire, et ensuite pouvoir faire la sélection et ensuite visualiser n'importe quel type de contenu directement depuis la solution d'archivage. Ça c'est intéressant parce que c'est directement une façon de réduire les coûts aujourd'hui d'une solution SaaS dont un des paramètres c'est le prix. Alors je ne sais pas si je lance une petite... Le digital footprint, l'empreinte écologique du digital, quand on voit l'empreinte carbone. Est-ce que vous savez aujourd'hui quel est le coût d'un terabyte sur un stockage comme le Google aujourd'hui, 1 Tera sur 12 mois, combien ça coûte? Une idée? C'est pas moi qui paye. 276 $. Combien? 276 $. 1 Tera pendant un an. Ça, c'est à mettre en regard finalement entre le coût que... Alors, je ne dis pas que une solution SaaS, c'est du vol parce que le Tera, on va le payer, normalement c'est plus entre 3 et 5 €. Mais c'est pour vous donner une idée du potentiel, en tout cas de la marge qui peut être faite, et en simplifiant la vie des utilisateurs en utilisant des solutions. Il faut savoir archiver, savoir faire un tri. Et ça fait du sens, on parlait ce matin de retirer les doublons, c'est aussi une activité green, mais c'est aussi une bonne pratique d'archiver ce qui doit nécessiter d'être archivé. C'est un des leviers dans la conduite du changement que j'utilise justement sur l'empreinte. C'est le RSE dans l'entreprise est aujourd'hui important, et c'est aussi quand on dit aux personnes qu'il faut trier, archiver, ranger. C'est aussi un des leviers pour motiver à titre personnel les personnes de le faire, les collaborateurs de le faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rechercher, parce que c'est un stockage quelque part, là on peut quand même aller rechercher dans cette base d'archives. Les temps de réponse sont peut-être plus lents? Non, pas forcément. Mais c'est pour ça que il y a beaucoup les gens sont agréablement surpris finalement quand on amène cette approche parce qu'on réduit les coûts.
on amène un service. Quand on dit qu'il faut archiver pourquoi les gens n'archivent pas, souvent on nous dit c'est parce que je ne veux pas supprimer, je veux tout garder. Ça peut peut-être servir, donc c'est soit ça, soit les contraintes légales. D'accord ? Mais c'est la définition même d'une fonction d'archivage. Je le stocke parce que demain j'en aurai besoin, et je le stocke parce que demain j'aurai peut-être besoin de justifier que à cette époque-là, voilà ce que c'est l'archive. Je peux faire une remarque complémentaire là-dessus. Pour des gens qui sont dans l'audiovisuel, c'est aussi je prendrai le temps demain de trier parce que j'ai pas le temps aujourd'hui. Et donc ils gardent des rushs, et là on parle de terrain. C'est ce que j'appelle au cas où. Ah non, mais toute boîte de production qui se respecte fait exactement ça. Donc là, après en termes de volume, tout à l'heure je parlais, je m'amusais à transférer des fichiers 80 gigas. En termes de solutions d'archivage, on a des clients, pour pas la nommer, une grande banque française qui sponsorise le rugby, qui archive tous les jours l'ensemble des relevés de compte qui sont faits. Là, on parle de centaines de millions de documents, et sur des années et des années. Donc, voilà. C'est robuste, mais il y a un coût, il y a un ROI qui est intéressant. Je me permets juste que si vous voulez écouter les awards, ça va être maintenant. Voilà. Mon prochain slide, c'était juste le sujet pour terminer. Merci. Merci.